Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, leréveildesfans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au roman Ahsoka de l'auteur E.K. Johnston. Je suis Dan Pépin et aujourd'hui pour discuter de ce roman avec moi, je suis accompagné de Sébastien Minot. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Danny. Donc, qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? On s'est parlé récemment lors de Star Wars en direct Spoilers, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait de bon côté Star Wars? Côté Star Wars, écoute, j'ai eu la chance de voir le film. Non, c'est pas vrai. J'ai eu la chance d'aller rencontrer nul autre que K2SO au centre-ville de Montréal et de prendre ma photo avec lui. C'était une expérience absolument incroyable. C'était-tu en 3D ou c'était juste un découpage sur carton? Ou Non, c'était littéralement une impression. Ben, pas une impression. C'était comme une reproduction, dans le fond, là, du robot tel que taille réelle il va être dans le film. Ah ouais? Et c'était assez impressionnant. Mais c'était aussi un peu enfantin, là, on s'entend. Mais c'était une expérience qui était très sympathique à vivre. L'équipe de Disney qui était sur place était aussi très sympathique avec les gens pour les aider à prendre des photos et tout. Donc, beaucoup de plaisir lors de ces moments. Intéressant. Pour ma part, je suis en train de lire le roman Rogue One Catalyst, donc le prequel de Rogue One, carrément. Puis ça se passe un peu, je sais pas exactement combien d'années avant, ça se déroule sur plusieurs années, mais on voit un peu comment que Krennic a amené Galen Erso à travailler sur la Death Star. Donc c'est relativement intéressant et je crois que c'est un roman assez important qui va ajouter à Rogue One du point de vue de comment que la Death Star est venue à sa création, sa construction, tout ce qui est derrière l'arme, etc. Donc ça vaut vraiment la peine de le lire. On va essayer de faire un Star Wars en direct littérature sur ce roman avant la sortie de Rogue One pour donner la chance à ceux qui n'auront pas le temps de lire et qui ça leur dérange pas de savoir les spoilers du livre avant, de pouvoir savoir en gros en quoi ça consiste en fait. Toi aussi, tu l'as lu un peu, hein? Ben moi aussi j'ai commencé à lire puis je suis d'accord avec toi, ça va rajouter des détails vraiment super intéressants au film Rogue One. Par contre, je t'avoue que j'ai une petite frayeur et c'est que on risque que Lucasfilm risque de faire un peu comme qui est arrivé avec la prélogie. Puis, c'est qu'on va se ramasser avec des détails super importants dans les livres qui se retrouveront pas nécessairement à l'écran. Et que les fans qui vont voir le film à l'écran vont un peu avoir de la misère à comprendre là, ce qui se passe dans certains cas. Oui, parce que je pense pas qu'ils vont aller expliquer la construction de la Death Star nulle part là, après ce roman-là. Parce qu'on avait le roman de Death Star dans Legend, mais il expliquait pas vraiment en détail la construction, tandis que là, on voit vraiment sur plusieurs années vraiment la construction, donc c'est ça qui est intéressant. Ben oui, puis il y a aussi un peu des personnages qu'on retrouve dans Rogue One, là. Donc je pense que c'est ça qui va être intéressant à suivre. Nos plus récentes émissions, justement, c'est Star Wars en direct littérature numéro 8.
où est-ce que Thomas Loïc parle de la bande dessinée V2 Vador abattu et aussi du roman Before the Awakening, donc avant le réveil, donc des petites histoires sur Rey, Poe Dameron et Finn, ainsi que notre Star Wars Andric Spoilers numéro 19 où on spécule énormément sur le film Rogue One dans tous nos délires de fans, etc. Donc allez écouter ça si vous n'avez pas peur de la spéculation. Comme d'habitude, je cherche toujours un éditeur sonore pour m'aider en arrière-scène, surtout par les temps qui courent. Il y a beaucoup d'émissions à enregistrer en peu de temps et beaucoup d'éditions à faire en peu de temps. Donc, si vous avez les capacités de faire de l'édition sonore, allez sur starwars.direct/recrutement. Merci toujours à nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe et Génération Star Wars et Science-Fiction. On s'en va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, le roman Ahsoka de E.K. Johnson, c'est un roman de Lucasfilm Press et non de Del Rey. Donc, c'est une nouvelle auteure, même si le nom ne le dit pas, E.K. Johnson, c'est une femme qui est à son premier roman Star Wars, bien sûr. Techniquement, c'est un livre pour adolescents, un peu comme Lost Star, n'est-ce pas? C'est pas très très profond comme Catalyst là, d'un côté écriture, description, etc. C'est plus léger un peu quand même. Ça va avec l'audience de Clone Wars aussi, puis les fans beaucoup d'Ahsoka aussi. Dans mon cas, et je crois toi aussi, Seb, tu as écouté le audiobook, non? Oui. Donc... qui est dont la narration est faite par Ashley Eckstein, donc l'actrice qui fait la voix d'Ahsoka. Le roman est écrit un peu du point de vue d'Ahsoka, donc souvent la narration c'est pratiquement un peu d'être dans la tête d'Ahsoka beaucoup, donc la voix d'Ashley Eckstein fonctionne dans des cas comme ça, mais pour le reste je dirais que c'est plutôt un échec pour les autres voix. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Je suis d'accord avec toi. Je trouve que la voix d'Ashley Eckstein pour certains des autres personnages fait un peu bizarre. Puis que même il y a beaucoup d'autres personnages que on dirait qu'elle a pas fait une voix différente. Mm-hmm. Ou il y a des personnages qui sont, admettons, de la même famille que tu as l'impression... Tu sais pas c'est qui est-ce qui parle jusqu'à ce que le nom soit prononcé dans la narration. Mm-hmm. Donc, ça a été un peu décevant, la voix d'Ashley Eckstein pour la lecture du roman d'Ahsoka, mais quand même intéressant à écouter. Mm-hmm. Je suis complètement de ton avis, mais je crois que c'est tout simplement sa voix qui est trop aiguë naturellement et qui n'a pas la plage de ton qu'un homme, par exemple. Un homme peut monter très très aigu et très grave, donc la plage de tonalité est beaucoup plus large. Ashley Eckstein elle a un ton très très aigu et faire Darth Maul pour Ashley Eckstein c'est un petit peu difficile, puis je suis d'accord avec toi que tous les autres personnages féminins sont très très près l'un de l'autre. Des fois Ashley Eckstein fait de la narration avec sa voix naturelle. Elle fait Ahsoka avec vraiment sa voix d'Ahsoka qui est légèrement différente, mais t'as d'autres personnages, des jeunes personnages féminins que tu vois absolument pas la différence. Donc c'est très très difficile à suivre de ce côté-là. Puis les personnages masculins que quand t'écoutes leur description, tu les imagines comme étant presque des Dexter Jackster, tu sais, des gros beefs, que tu t'attends à ce qu'ils aient une grosse voix bien profonde, puis que finalement ils se ramassent avec une voix pas loin d'être un petit peu aiguë, là. Ça fait un peu bizarre. Oui, il a reçu un coup d'imparti, là. Ouais, c'est ça. Donc, ceux qui veulent le lire en français, vous n'aurez pas de problème parce qu'il n'y a pas d'audiobook en français. Mais je pense que je vous suggère de le lire papier. Pour vraiment avoir pas laisser votre esprit vous tromper par la voix. Je trouve que ça a été mon problème vraiment pour ce roman-là. Bon, qu'est-ce que le roman couvre? On voit en gros comment Ahsoka devient Fulcrum, en fait. Ça se passe à peu près, ça dure, ça se déroule exactement 1 an après l'Ordre de 66, parce qu'on mentionne que c'est le premier Empire Day, donc la journée de l'Empire. Ouais. Donc c'est exactement 1 an après
la création de l'Empire, en fait. Donc, c'est exactement 1 an après l'Ordre 66. Et puis, ça dure à peu près 1 an, je dirais, du début de l'histoire jusqu'à la fin, je dirais, jusqu'à temps qu'elle devienne Fulcrum. Donc, on couvre à peu près 1 an, je pense, d'espace temporel. C'est pas comme Lost Star où est-ce que ça couvre comme 5-6 ans, là. Ouais. Je pense que ça couvre à peu près 1 an de la vie d'Ahsoka. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'histoire et le contexte en gros? Le contexte, je dirais que vous allez peut-être être déçus, mais on ne voit pas qu'est-ce qui arrive à Ahsoka lors de l'Ordre 66. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aurait espéré ça, n'est-ce pas? Parce que Ahsoka a quitté l'Ordre Jedi à la fin de Clone Wars, et bon, qu'est-ce qu'elle a fait après ça? On n'a aucune idée. Donc, on va vous donner un petit peu un cours d'histoire qui va être guidé par qu'est-ce que Dave Filoni a dit sur les histoires non dites d'Ahsoka. Donc, le panel qu'il y avait eu à Star Wars Celebration à Londres, qui s'appelait Ahsoka Untold Story. Donc, en gros, il racontait un peu les dernières saisons de Clone Wars qui étaient en draft, un peu des brouillons qui n'ont jamais été tournés. Puis ils ont expliqué ça à la foule. Donc, c'est un petit peu basé sur ça, la prémisse, mais on la voit pas, la prémisse, vraiment. N'est-ce pas? C'est très, très peu couvert. C'est ça, mais je pense qu'on peut quand même dire, puis bon, je trouve que c'est un peu tôt dans l'émission pour dire ça, mais je m'excuse, il faut que je le dise, là. J'ai trouvé que le livre, toute l'histoire, même si ça se déroule sur à peu près 1 an, ça m'a donné l'impression d'être un long épisode de Clone Wars. En effet. Fait que je pense que... Mettons 3 épisodes. 3 épisodes de Clone Wars. C'est un 3 épisodes ou bien un téléfilm, là. Mais c'est définitivement on voit l'amour de l'auteur pour la série Clone Wars qui ressort dans son écriture au final. Oui, parce que je dirais... Parce qu'on est dans la section non-spoilers ici, fait qu'on essaie de garder ça sans vous donner les détails de l'histoire. Mais Johnston, c'est son premier roman Star Wars, puis je trouve qu'elle a très très bien écrit Ahsoka. Vraiment, la personnalité d'Ahsoka, elle a bien été recréée. L'humour est là, le sérieux est là quand c'est le temps. Les questionnements sont là aussi d'une très bonne manière, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, elle a très bien écrit pour son premier roman Star Wars. C'était un peu comme Claudia Gray, quand elle a commencé, on était surpris. Ben, je suis aussi agréablement surpris de A.K. Johnson. C'est pas du calibre de Claudia Gray, selon moi. Non. Mais ça fait beaucoup, ça fait très bien le travail. Et c'est un roman plus court aussi. Hein. C'est pas un roman de 600 pages, un peu comme Life, Death ou Bloodline. C'est vraiment plus un demi-roman, vraiment pour ados, là, en fait. Donc, qu'est-ce que Dave Filoni disait globalement lors du Ahsoka Untold Story à Londres, c'est que, bon, elle a quitté l'Ordre Jedi. Elle s'est dirigée dans les bas-fonds de Coruscant, entre autres sur le niveau 13-13, donc un petit clin d'œil à la série ou le jeu vidéo qui était supposé sortir à cette époque-là. On va prendre un petit instant. Ou entre autres, elle va avoir quelques aventures en tant que mercenaire ou peu importe, bounty hunter, on sait pas trop. Aider les gens, en fait, parce que elle est Jedi à la base, donc elle aide les gens sans nécessairement utiliser la force. Puis c'est là qu'elle apprend que Darth Maul contrôle Mandalore. Donc ça, c'était supposé être la suite qu'on n'a pas vue de Clone Wars. Donc Darth Maul contrôlait Mandalore dans l'ombre, reculé. Donc elle contacte les Jedi puis et les aide pour l'assaut de Mandalore avec Anakin et Obi-Wan. Donc juste avant le siège, donc le Siege of Mandalore, qui était supposé être les épisodes de Clone Wars, qui s'appelait comme ça, Anakin et Obi-Wan sont appelés... donc juste avant qu'ils aillent attaquer, Anakin et Obi-Wan sont appelés à la bataille de Coruscant. Donc début de l'épisode 3, quand vous les voyez en chasseur, là, en plein arrivé dans la bataille de Coruscant, ils ont été appelés pour aller sauver Palpatine. Donc on voit un peu qu'est-ce qui se passait juste avant l'épisode 3. Pourquoi Anakin et Obi-Wan sont allés sur Coruscant, parce qu'on sait qu'il y avait
la série Clone Wars par Tartakovsky qui montrait un peu de comment c'était arrivé aussi, hein, je sais pas si tu t'en souviens. J'oublierai jamais Genndy Tartakovsky. C'est ça, puis ça avait été contredit aussi avec c'est quoi le roman avant l'épisode 3 dans Legends? C'est pas Dark Lord of the Sith, c'était juste avant. J'essaie de me souvenir. Cloak of Deception. Non, Labyrinth of Evil. Ah, God. Cloak of Deception, c'est avant l'épisode 1. Ah, ok, ouais. Donc, ou Labyrinth of Evil qui avait aussi comme des sous-entendus de qu'est-ce qui se passait avant. Tandis que là, on voit exactement qu'Anakin et Obi-Wan étaient sur Mandalore prêts à attaquer, mais ils ont été appelés pour aller sauver Palpatine au début de l'épisode 3. Donc, le siège de Mandalore se passe exactement au début de l'épisode 3, en fait. Donc, avant de quitter, pour aller sauver Palpatine, Anakin redonne les sabres laser à Ahsoka. Parce que en quittant le temple Jedi, en quittant l'ordre Jedi, elle avait laissé ses sabres pour plus s'en servir. Donc, Anakin redonne ses sabres à Ahsoka. Et puis, il lui laisse la moitié de la 501e qui l'accompagnait. Qui était d'ailleurs, selon Dave Filoni, peint en orange et blanc à l'image de Ahsoka, qui est quand même intéressant. Ça aurait été intéressant de voir des troupes de la 501e en orange et blanc. Faudrait voir s'il y en a pas dans les vrais 501e qui seraient prêts à faire ça. N'est-ce pas? Ben, il y a Commandant Cody qui est orange et blanc aussi, là, si on veut regarder ça un peu comme ça. Là. Mais c'est plus selon les sketchs de Dave Filoni, tu avais vraiment les patterns d'Ahsoka sur les casques. D'accord. Donc, elle combat avec plusieurs Firewolfers. Elle attaque lors du siège de Mandalore, mais elle attaque pas en tant que Jedi. Elle reste quand même neutre. Elle aide les Jedi, mais elle n'attaque pas en tant que membre de l'ordre Jedi. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui avait été raconté vraiment lors du panel Ahsoka Untold Story. Donc, le roman commence à ce moment-là où est-ce qu'on voit une scène particulière de ce siège de Mandalore. On n'ira pas plus en détail. C'est très très peu, ça couvre très très peu ces événements-là, et puis on saute un an après immédiatement. Donc, pensez pas que vous allez voir l'Ordre 66, vous verrez pas le siège de Mandalore non plus dans ce roman-là. C'est peut-être la plus grosse déception que je pourrais dire sur ce roman-là, parce que moi, c'est un peu qu'est-ce que j'aurais aimé voir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux... je pense qu'il voulait peut-être garder ça pour un autre médium peut-être, peut-être un épisode peut-être quelconque. Un livre carrément sur les Mandaloriens de cet univers-là. Mm-hmm. Ou refaire un roman sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui pourrait être des suites du roman de Ahsoka. Donc, si je pourrais vous dire des commentaires, une suggestion sans spoilers, je dirais procurez-vous-le, c'est quand même intéressant. On voit comment Ahsoka devient Fulcrum dans Star Wars Rebels. Ben, même ça se passe quelques temps avant Rebels, mais on voit un peu comment qu'elle est devenue Fulcrum, surtout vers la fin. Mais on voit toutes les étapes qui l'ont guidée à faire une introspection sur elle-même et d'aider et de devenir un peu membre de la rébellion sous-entendue, là, disons-le, parce que elle va être comme un peu un membre fondateur de la rébellion d'un certain sens, n'est-ce pas? On peut dire. Moi, je trouve qu'on s'entend qu'elle garde ses distances, ça reste distante. Oui, c'est ça. Mais sans nécessairement que ce soit une membre fondatrice, je serais d'accord de dire que c'est une des personnes grâce à qui la rébellion a pu naître. Une pièce importante du casse-tête. Exact. Et voilà. L'autre chose, avant de conclure la partie non-spoiler, c'est que dans ce roman, on nous explique canoniquement la signification de la couleur des sabres laser. Donc, c'est très important. On vous dira pas c'est quoi. On va vous laisser le découvrir en lisant. Mais c'est une bonne explication. Puis je pense que c'est une des premières explications
écrite sur les sabres laser et les couleurs. Donc, c'est très intéressant. Je pensais jamais que ça sortirait dans un roman comme ça, mais c'est le cas. Donc, peut-être juste pour ça, c'est peut-être un paragraphe même pas qui explique ça, mais ça vaut la peine quand même, c'est assez intéressant. Donc, sur ce, on va passer maintenant à la partie spoilers où est-ce qu'on va tout vous expliquer. Donc, si vous voulez rien savoir, c'est le temps d'arrêter et d'attendre soit la version française ou attendre de le lire par vous-même en version originale. Si vous voulez savoir ce qui se passe, continuez à nous écouter et on va vous raconter tout ça. Donc, maintenant dans la section spoilers, je vais vous faire un résumé de l'histoire puis après on va parler de quelques points plus particuliers par rapport à ce qu'on a appris un peu dans le roman. Donc, le livre commence sur Mandalore juste avant les événements de l'épisode 3. C'est un flashback où est-ce que justement on voit... c'est la seule scène qu'on voit qui se passe pendant le siège de Mandalore. Donc, c'est Ahsoka. Elle a attaqué avec les 501st et on voit la scène où elle affronte Darth Maul. Donc, combat très intéressant. Ahsoka fait face à Maul, elle réussit à l'attirer dans un piège. Et puis, avec l'aide des clones, Maul est capturé dans une espèce de bouclier d'attraction. Et puis, un peu comme Obi-Wan dans l'attaque des clones. C'est une espèce de champ magnétique. Et puis, le chapitre se termine comme ça. Tout simplement. Après la capture de Maul, l'Ordre 66 survient. Ahsoka et... ça, c'est un autre flashback. Ahsoka et Rex, dont la puce a été retirée. Donc, lui, il ne suit pas les ordres de l'Ordre 66. Donc, Ahsoka et Rex réussissent à se sauver. Pour que les deux soient considérés comme morts ou tués lors de l'Ordre 66, ils décident tous les deux d'enterrer un autre clone qui est mort avec l'armure de Rex et de laisser une tombe qui mentionne que Rex a tué Ahsoka. Donc, c'est écrit sur la tombe. Et puis, Ahsoka, pour mettre un peu de crédibilité à tout ça, elle laisse ses deux sabres laser sur le corps du clone dans la tombe. Et puis, Ahsoka et Rex se séparent à partir de cet instant-là et ne se revoient pas avant l'épisode de Rebels où les deux se revoient, je me souviens plus sur quelle planète, où est-ce que Rex est accompagné de deux autres clones. Donc, c'est la dernière fois qu'ils se voient à ce moment-là. Ensuite, on saute un an plus tard. Donc, Ahsoka se dirige vers les bordures extérieures et s'installe sur la planète Tabesca, où elle travaille comme mécanicienne pour la famille Fardi, pour une compagnie de transport et de contrebande. La contrebande, c'est sous-entendu, c'est le côté non légal de choses qu'ils font. Donc, ils aident les gens quand même, ils transportent de la nourriture, etc. dans des mondes, sur des mondes qui sont, sous le joug de l'Empire. Donc, et Ahsoka utilise le nom de Ashla pour dissimuler son identité. Donc, tout au long de l'épisode, c'est Ashla, le nom d'Ahsoka. Donc, le chapitre 1, comme je vous l'ai dit, se déroule un an après l'Ordre 66. Ahsoka, éventuellement, est forcée de quitter la planète Tabesca parce que, la compagnie Fardi commence à se faire inspecter par l'Empire. Puis c'est un risque pour Ahsoka de se faire découvrir. Donc, elle doit quitter la famille Tabesca et se retrouve sur une planète agricole qui s'appelle Raeda. Une lune, pardon. Ahsoka s'installe sur cette planète-là comme technicienne, donc elle répare des appareils, etc. Et elle fait un Sébastien Minot d'elle-même. Oui, ça j'avoue que j'ai adoré cette partie-là du livre où est-ce qu'on voit ce qu'elle fait. De devenir une espèce de technicienne multiservice. C'était ça, j'ai adoré cette phase-là, dans le fond, là, du devenir du personnage d'Ashla. Donc, tu vois qu'elle est très technicienne. Probablement qu'elle a appris beaucoup de Anakin, qui était lui aussi un petit peu technicien. Donc, sur cette planète-là, elle se lie d'amitié avec un petit groupe d'agriculteurs. Et son équipe, donc c'est une petite famille, je me souviens plus du nom des... Kaden. C'est Kaden et son équipe de fermiers, ouais. De fermiers, etc. D'agriculteurs. D'agriculteurs. Donc, la capacité de production de Raeda, la Lune, attire l'Empire, qui s'installe pour exploiter la planète afin de cultiver une espèce de nutriment qui aide les travailleurs en basse gravité.
entre guillemets, les gens qui travaillent sur la Death Star, probablement. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris. Moi aussi, c'est ce que j'ai cru qui était très, très facilement interprétable, dans le fond, là, de cette idée-là. Et surtout avec ce qu'on voit un peu plus loin dans le livre, là, quand elle décide de retourner sur une planète qu'elle connaissait bien il y a plusieurs années. On va y venir. On va y venir. Gardons un peu de suspense. Oui, c'est ça. Et mais c'est drôle parce qu'ils décrivent la plante un peu comme une fève de soja. Donc moi ça m'a bien fait rire là, de voir cette description agriculturelle là. Donc l'Empire décide de s'installer pour cultiver ce nutriment-là. Malheureusement, cette plante-là rend la terre incultivable par la suite. Donc ça détruit un peu toute la possibilité de cultiver. Donc ça détruit complètement la planète en fait quand ils ont terminé. Ceci crée une petite rébellion qui s'établit sous la direction d'Ahsoka. Donc Ahsoka elle a quand même de l'expérience. Elle dit pas du tout à l'équipe d'agriculteurs qu'elle a combattu dans la guerre des clones, pas encore à ce moment-là. Plus tard, lors d'une situation plus critique, Ahsoka doit utiliser la force pour sauver ses nouveaux amis, et c'est à ce moment-là qu'elle est découverte et qu'elle doit un peu mentionner qui elle est, et elle décide de quitter la planète pour pas leur causer de problèmes. Leur causer plus de problèmes encore, c'est ça. Et elle retourne sur Tabesca, chez les Fardi, où elle commence à faire d'autres missions personnelles d'aide aux habitants de la galaxie. Donc, elle aidait à amener des armes à quelque part, de la nourriture à quelque part, etc. Une chose à mentionner, c'est que lors de cette deuxième, dans le fond... Ce retour sur Tabesca. Lors du retour sur Tabesca, puis quand elle se met à faire d'autres livraisons, c'est là qu'elle commence de plus en plus à remarquer les gens à qui elle va livrer les choses. Et qu'elle voit à quel point ces livraisons font du bien aux gens à qui ils se terminent, dans le fond, là. Donc, oui, les gens la reçoivent avec des grands sourires, la remercient et tout. Puis c'est là qu'elle commence à comprendre à quel point l'Empire utilise des tactiques très similaires à ce que les séparatistes utilisaient avec les... en bloquant la nourriture aux habitants d'une planète. C'est ça, il dit... Il gère la population par la peur et la faim. Exact. C'est ça qu'ils disent. Donc, justement, ces missions pacifiques sont remarquées par Bail Organa. Donc, il suppose, ça, c'est vraiment les actions d'un Jedi ou de quelqu'un qui est très, très... qui est pour le bien de la galaxie. Puis lui étant donné qu'il est en train de construire une rébellion, il dit, ça serait intéressant de trouver c'est qui pour qu'ils rejoignent la rébellion. Je vais faire une petite note. Ahsoka est retournée chez les Fardi, dans la famille Fardi, et elle a noté qu'une des petites filles qui est sensible à la force. Parce qu'elle mentionne à Ahsoka, je sens des ombres dans la ville. Tu sais qu'il y a des inquisiteurs, en fait, qui cherchent les enfants. En fait, un peu plus tôt dans le roman, lors de son premier séjour sur Tabesca, elle avait remarqué la petite fille. Adra, ou je sais plus, Fardi, qui, justement, elle avait déplacé quelque chose avec son esprit sans s'en rendre compte. Puis ça l'avait tout de suite fait cliquer. Puis quand elle était partie la première fois, pendant son séjour sur Raida, elle fait beaucoup de méditation et durant une de ces méditations-là, elle regrette énormément d'avoir abandonné la petite fille sur Tabesca parce que, justement, elle a la force, puis ça pourrait lui causer des problèmes, puis elle a même pas eu la chance de dire à son père fais attention parce que ça pourrait se retourner contre elle. Donc quand elle y retourne la deuxième fois, c'est là qu'elle prend plus de temps avec elle et qu'on découvre dans l'univers dans lequel elle se trouve là que justement oui, il y a des inquisiteurs qui rôdent et qui cherchent des jeunes Jedi. On le voit un peu, pas des jeunes Jedi, mais des jeunes sensibles à la force. On le voit un peu dans la série Rebels, que les inquisiteurs essaient de capturer des jeunes sensibles à la force, n'est-ce pas, dans la série Rebels? Donc c'est un peu le même principe ici qu'on voit, sauf que ça se passe immédiatement
déjà 1 an après l'Ordre 66. On va y revenir d'ailleurs. Donc, Ahsoka va éventuellement avoir une première rencontre avec Bail Organa. Il va avoir une situation comique vraiment que j'ai vraiment ri en fait. J'allais en parler plus tard, mais je vais en parler là. C'est que Bail Organa envoie 2 membres de la rébellion aller intercepter ce vaisseau-là. Et puis essayer de parler aux Jedi pour vraiment savoir c'est qui, puis de l'inviter à venir me parler. Les 2 réussissent. Ahsoka avoue qu'elle se fait intercepter lors d'une de ses routes. Une de ses livraisons. Ouais. Elle infiltre l'autre vaisseau et avant même que les 2 aient le temps de dire hey, on est dans la rébellion, on est avec Bail Organa, Ahsoka les bute. Avant même qu'elle ait le temps de dire quoi que ce soit. Elle les bute pas, elle les rend inconscients. Ouais, elle les rend inconscients. Dans ce sens, c'est ça. Tu sais. Puis c'est à ce moment-là que ça va dans le cockpit du vaisseau et qu'elle voit R2D2 pour la première fois depuis qu'elle a quitté Lord Jedi, en fait. Donc c'est une belle scène toute cute de retrouvailles entre R2D2 et c'est là qu'Ahsoka devine que c'est la rébellion qui la cherchait, qui venait lui parler et non le seul œil noir aussi qu'elle a rencontré durant le roman, etc. Juste avant d'ailleurs ce moment-là. Mm-hmm. Parce que c'est ça, Black Sun, les activités d'Ahsoka avec la famille Fardi ont beaucoup attiré l'attention de plusieurs personnes dans la galaxie qui sont sur le marché noir, peut-on dire. Donc, pas seulement Bail Organa. Et Black Sun décide de la recruter parce que Ahsoka commence à leur coûter pas mal cher. Mm-hmm. Donc, ils offrent à Ahsoka la chance de venir travailler pour eux afin de repayer les dettes qu'elle a encourues à l'organisation. Mm-hmm. Donc, après une première rencontre avec Bail Organa, Ahsoka part à la recherche de nouveaux cristaux pour construire son nouveau sabre laser. Elle retourne sur Ilum et voilà la planète que tu voulais parler tout à l'heure. Exact. Puis elle voit que la planète est détruite par l'exploitation minière de l'Empire qui mine les cristaux. Entre guillemets, pour l'étoile noire probablement, ou pour toutes sortes de systèmes d'énergie qu'on pourrait parler dans la critique de Catalyst plus tard. Je crois qu'il y a différentes choses à laquelle on va pouvoir rattacher cela, mais je pense que c'est clair que oui, au départ, c'est pour la création de l'étoile noire. Mm-hmm. Et là, Ahsoka, elle avait un lien avec la planète parce que c'est pas la première fois qu'elle y va. Elle y allait avec les jeunes Padawan pour que les jeunes Padawan aient cherché leurs premiers cristaux pour faire leur sabre laser, etc. Et puis on apprend, on va en parler un peu plus tard, mais on apprend que les cristaux ont une espèce de conscience, etc. Et puis Ahsoka écoute les cristaux qui la ramènent sur Raeda. Parce que les cristaux l'appellent. Elle cherche des cristaux pour se faire des sabres laser. Les cristaux l'appellent. C'est pas sur Ilum que les cristaux qui sont liés à Ahsoka sont ailleurs. Et puis, en écoutant dans la Force, elle se rend compte que c'est sur Raeda, la planète où est-ce qu'elle était plus tôt. Et c'est à ce moment-là, elle retourne où elle affronte un des inquisiteurs, le 6e frère, qui est un des nouveaux inquisiteurs. Et puis, durant le combat, elle détruit son sabre laser et lors de la destruction, le sabre laser explose et tue le 6e frère. Et elle récupère les cristaux de son sabre, le sabre double qui tourne comme un hélicoptère, bien sûr, qu'on connaît comme tous les autres inquisiteurs. Et éventuellement, elle reconstruit ses sabres laser avec ces 2 cristaux-là. On va vous expliquer plus tard, un peu plus en détail, les trucs par rapport aux couleurs des sabres laser. Et elle aide à la libération de la planète avec l'aide des rebelles. Parce que Bail Organa a envoyé un peu de force pour aider à libérer la planète et se débarrasser de l'Empire. Ensuite, on approche de la fin, elle retourne voir Bail Organa où elle lui propose de l'aider dans sa rébellion en devenant gérant, en fait, le réseau d'intelligence de la rébellion. Et elle portera le nom de Fulcrum. C'est le nom qu'elle se nomme elle-même, même si éventuellement
ça devient le nom du réseau d'intelligence parce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le nom Fulcrum, mais c'est elle qui est comme la fondatrice Fulcrum, là, en fait. C'est la Alpha Fulcrum. Ouais, Alpha Fulcrum, c'est ça. Et le livre se termine avec le grand inquisiteur qu'on voit dans la série Rebels qui se rend sur Raida pour constater les dommages que Ahsoka et ses alliés ont fait. Puis, il contacte Darth Vader pour lui dire « On en a trouvé un autre. Jedi sur cette planète, il y en a un autre en activité. » Et voilà, ça se termine comme ça. Donc, la chose que je pense qui est la plus importante qu'on va parler sur ce roman-là, qui est la nouvelle explication des cristaux de sable laser et de leur couleur. Donc, commençons, Sébastien, par le fait que les cristaux ont l'air d'être vivants, d'un certain sens. Comment qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs comment que les cristaux peuvent être un peu considérés comme étant vivants? Ben, les cristaux qui sont dans les sabres ont toujours été reconnus pour avoir une connexion avec les Jedi. Mm-hmm. Et dans le livre, ce qu'on apprend, puis ce qu'on avait déjà un peu vu dans la série Rebels, c'est que les Jedi devaient méditer pour découvrir leurs cristaux sur Ilum et sur d'autres planètes où les Jedi récupéraient leurs cristaux pour leurs sabres. Je pense que c'est plus dans la série Clone Wars, par contre. T'as dit Rebels, mais c'est Clone Wars, c'est ça. Ce qu'on apprend dans le livre, c'est que les cristaux sont en fait vivants, ont leur propre manière d'être et que dans le fond, ben les cristaux qui sont qui grandissent, peu importe, qui sont générés naturellement. Ouais, c'est ça, qui sont générés naturellement, finissent par s'attacher à la force et peuvent se rattacher à des Jedi un peu de la même manière qu'un Padawan se ramasse avec un maître Jedi. C'est ça, il fait comme créer un lien dans la force avec un usager de la force. Donc, il fait comme s'associer à une personne sensible à la force et l'appelle. Il l'appelle comme... Ils disent que c'est comme une musique dans la force. Quand tu écoutes la force, il y a une musique qui t'appelle. C'est ça. Donc, c'est pour ça que quand les Jedi méditent sur les planètes où il y a des cristaux de Kyber, ce qu'ils entendent dans le fond, c'est comme la chanson de ces cristaux-là qui leur dit « Viens me chercher, je suis ici. » Ouais, un peu, ouais. Dans le fond, c'est ça. et c'est là que, justement, les Jedi réussissent à récupérer leurs cristaux. Mais ce qu'on apprend et ce qui est un moment quand même clé pour tout l'univers canon de Star Wars, c'est que chaque Jedi va avoir une influence sur la manière dont le cristal interagit avec le reste du sabre. Et ça a indubitablement un effet final sur la couleur du sabre. Donc, les couleurs de sabre sont affectés par les Jedi qui les construisent eux-mêmes et en retour qui les utilisent. Puis c'est là que je vais mettre un bémol sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Les faits qui sont intéressants, c'est que lorsqu'un Sith construit son sabre laser, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que c'est un Jedi qui n'a pas terminé sa formation. Moi, il est corrompu un peu. Qui est corrompu et qui va forcer les choses. Donc, il va faire un sabre avant qu'il soit prêt à faire un sabre. Et donc, pour forcer le cristal à produire la lame, il fait saigner dans le fond. Puis c'est ça qui produit la lame rouge des Sith. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que ils disent que bon, il capture, ça peut être un cristal d'un autre Jedi qu'il a tué, ou ça peut être un cristal qu'il trouve, mais il va être capable de corrompre le cristal de Kyber. Et puis, métaphoriquement, il appelle ça faire saigner le cristal parce qu'il corrompt, il l'amène à une place que le cristal veut pas, donc il le fait saigner, dont la couleur rouge. C'est l'explication qu'il donne, en fait. Exact. Donc, ça contredit un peu qu'est-ce qui était dans Legends. Puis depuis le début, qu'est-ce qu'on racontait dans les guides, etc., c'est que les sabres rouges étaient des cristaux synthétiques. N'est-ce pas? Ben, il y avait ça. C'était
pas nécessairement super bien expliqué non plus. De ce que je me souviens aussi des bandes dessinées qui avaient été écrites par Kevin J. Anderson, il y avait des cristaux qui étaient tout simplement différents de ceux des Jedi, mais sans être synthétiques. Ils provenaient juste comme de Korriban, admettons. Là. Donc, c'est le genre de choses là, qui changeaient la donne un peu. Mais au final, bon, ça reste très intéressant, mais en même temps, ça reste assez choquant comme... Explique-moi pourquoi tu trouves ça choquant. Ben, parce que si c'était vrai à ce point-là, que les Jedi influencent la couleur du sabre qu'ils utilisent, ça veut dire que lors de la bataille de Geonosis, quand Anakin et Obi-Wan reçoivent des sabres empruntés de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas leur sabre qu'ils utilisent pendant la bataille de Geonosis, les couleurs seraient les couleurs d'Anakin et d'Obi-Wan. Ouais, ben peut-être que c'est juste parce que le cristal est encore attaché avec son Jedi d'origine. Et parce qu'il y a une communion entre le Jedi d'origine et son sabre, puis je veux dire, oui, ils sont capables d'utiliser un sabre, peut-être que la liaison avec le sabre est moins forte que si c'était leur propre sabre. Donc le sabre changerait pas de couleur tout simplement en étant utilisé par un autre Jedi. Non, c'est ça. C'est pas comme comme prendre le sabre va changer la couleur, je penserais pas. Regarde Luke a eu le sabre de son père, qui avait une lame bleue. Ouais. Et puis, il l'a perdu. Et puis ensuite, son propre sabre était vert. C'est lui qui a construit lui-même. Donc, peut-être qu'il y avait eu Anakin n'utilisait pas la force de la même façon que son fils l'a utilisé, nécessairement. C'est ça, mais j'ai un petit peu de misère avec cette explication-là. Est-ce que je suis prêt à l'accepter? Ben, j'ai plus ou moins de choix parce que c'est canon. Je peux pas dire grand-chose par rapport à ça. Mais, tu sais, j'accroche un peu là, sur l'explication aussi rapide qui est faite là, de ça. Puis, je trouve ça un petit peu dommage. Mais, en même temps, ça donne une bonne explication sur le pourquoi les Sith ont toujours des sabres rouges. Donc, on peut prendre ça comme étant une bonne chose. Oui, du côté des Sith, c'est très bien expliqué dans un certain sens. Par contre, si je te dis le nom de Mace Windu, qu'est-ce que tu vas expliquer par rapport à la couleur de son sabre maintenant? C'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui font « Oui, mais le sabre laser de Mace Windu, il est mauve et tout. » Bon, le sabre laser de Mace Windu, c'est un sabre laser à l'électrium. C'est pas un sabre qui fonctionne avec un cristal de Kyber. Donc, ça, c'est quelque chose qui change le sabre de tout au tout. Donc, c'est des détails à savoir sur les sabres de chaque Jedi, mais ce que ça veut dire dans le fond, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir un cristal pour créer un sabre laser. C'est pas comme si Mace Windu était à moitié il y avait un sabre bleu et un sabre rouge, et comme s'il était entre les deux, entre le côté clair et le côté obscur, puis ça mélangeait le bleu puis le rouge, puis ça faisait mauve. C'est ça. C'est pas nécessairement ça, là. C'est pas comme si la couleur changerait de ton sabre de plus en plus que tu irais vers le côté obscur, là, t'sais. Exact. C'est peut-être qu'on va avoir un exemple de ça, mais peut-être pas. Ce qui aurait été, dans le fond, intéressant comme théorie, parce que ça aurait pu démontrer, tu sais, comme on aurait pu débattre après que oui, mais comment ça qu'on n'a pas vu la couleur du sabre d'Anakin changer dans Revenge of the Sith pour justement là se transformer à rouge quand il devient le Sith là. Donc ça aurait été intéressant là, d'avoir un peu ça de rajouter là, dans plus de détails. Oui, c'est parce ça. Que je me souviens, il y a le Grand Inquisiteur dans ce livre-là. Quand on voit la série Rebels, on sait que le Grand Inquisiteur a été un Jedi avant, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, on le voyait Kanan voyait un flashback ou quoi que ce soit, il était un Jedi, un gardien, je me souviens plus si c'était un gardien d'un temple ou peu importe. Du temple, ouais. Puis il y avait un sabre laser jaune. Donc, est-ce que c'était
parce qu'il était un petit peu vers le côté obscur, tu sais. Il était pas tout à fait, il était pas d'une couleur froide, il était d'une couleur chaude. Est-ce qu'il y avait un petit penchant déjà à ce moment-là? Et puis il l'a corrompu plus tard. Mais bon, c'est probablement pas le même cristal anyway. Mais bon, ça peut être une explication parce que du côté canon, à part le Grand Inquisiteur avec un sabre jaune et Mace Windu, le Grand Inquisiteur, quand c'est une sentinelle, je pense, qui appelait ça, c'était un genre de Jedi gardien là. Et puis dans la série Rebels et Mace Windu, on n'a pas vu d'autres couleurs de sabre. Vraiment bleu, vert, rouge, Mace Windu mauve, violet plutôt. Ouais. Et puis là, on a vu le jaune. Un jaune. Puis les Dark Saber, mais ça, c'est que les Mandaloriens ont, ça, c'est un autre chose. C'est pas vraiment des sabres laser, là. Non. Après moi, c'est autre chose, là. Donc, on peut pas vraiment les compter, ceux-là. Et les sabres blancs, maintenant, d'Ahsoka, on peut faire l'explication, n'est-ce pas? Oui. Parce que, justement, Ahsoka, qui recherchait de nouveaux cristaux pour faire de nouveaux sabres, elle récupère les cristaux du 6e frère. Et elle utilise ces cristaux-là, dans le fond, pour faire ses nouveaux sabres laser. Elle libère le méchant. Elle enlève la corruption des cristaux qui redeviennent blancs, en fait. Elle est nurture, dans le fond. Là. Elle est, elle devient elle les entretient, elle devient leur nourrice un peu, elle leur redonne de l'amour et ils arrêtent de souffrir dans le fond, puis ils redeviennent, ils comprennent qu'ils vont être utilisés à des fins bénéfiques. Ils sont enfin libérés du côté obscur, en fait. Et puis je trouve ça tellement une belle métaphore que Ahsoka n'est plus une Jedi, donc elle n'est pas du côté clair ni du côté obscur, donc elle a des sabres blancs, qui est complètement neutre. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont elle a tout ce dilemme avec le fait qu'elle n'est plus une Jedi, qu'elle ne doit plus utiliser la force, ou du moins le moins possible. Puis le fait qu'elle a beaucoup de misère à accepter que t'as pas besoin d'être une Jedi juste pour être une bonne personne. Puis on dirait qu'elle a de la misère, dans le fond, à dissocier les deux choses. Parce qu'elle a été endoctrinée depuis son très jeune âge, dans le fond. Là, ça démontre un peu un des problèmes derrière l'ordre Jedi à ce moment-là dans la galaxie. Et c'est intéressant de voir tout ce dilemme-là qui se déroule tout le long du livre pour, à la fin, avoir Bail Organa qui lui dit « Ouais, mais écoute, tout ce que tu fais, c'est du bien, puis c'est comme ce que n'importe quel Jedi ferait. Qu'il ait la force ou pas. » Mais c'est ça, mais elle a jamais connu autre chose que faire du bien aussi. C'est un peu inhérent dans son enseignement durant toute sa vie, en fait. C'est dans sa nature là, de faire du bien. Mais reste que c'est drôle de voir qu'à la fin, elle accepte qu'elle n'est pas une Jedi, mais qu'elle peut faire du bien comme une Jedi, puis qu'elle peut se défendre avec des sabres laser. En effet. On va poursuivre. On parle beaucoup des... on a la présence d'inquisiteurs et du Grand Inquisiteur. La question qu'on peut poser, c'est que je ne croyais pas, c'est que ça se passe 1 an après l'Ordre 66, hein? Donc, quand est-ce que ces inquisiteurs-là ont été formés? Parce que, écoute, si un Grand Inquisiteur et plusieurs inquisiteurs c'est pas en 1 an que l'empereur a dit « Ok, moi, je prends toi, je te corromps, puis tu deviens un inquisiteur. » Là, c'est pas instantané comme ça. D'où est-ce qu'ils viennent, ces inquisiteurs-là? Est-ce que Palpatine avait une école parallèle qu'on connaît pas? Est-ce qu'on va apprendre quelque chose par rapport à ça? C'est quoi, d'après toi, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ait des grands inquisiteurs? C'est-tu des Jedi corrompus? Le grand inquisiteur, on le sait, qui est un Jedi avant, mais les autres, c'est pas clair. Je pense que ça va être ça va être intéressant dans le fond comme dénouement d'histoire. Je sais pas s'ils vont nous faire un livre là-dessus, si ça va être expliqué dans Rebels ou quoi que ce soit. Mais on sait qu'on a 6 frères, on sait qu'on a une 7e sœur aussi. Donc, quand est-ce qu'ils ont été formés? Je pense que c'est clair que Palpatine devait avoir quelque chose
à côté pour former des gens. Si c'était pas pour les former pour l'utilisation qu'il en fait là directement, ça pouvait être pour autre chose aussi, tu sais. Je veux dire, on le sait pas, mais ça se pourrait que les inquisiteurs soient aussi les mêmes types de personnes qui deviennent les gardes impériaux. Donc, ils utilisent des vibrostaffs là, dans le... Ouais. Dans les dans films. Legends. Dans les films aussi, mais c'est plus dans Legends qu'on les voyait dans les Force Spike, c'est ça. Crimson Empire, c'est vraiment là qu'on avait vu un peu leur historique leur historique qui est maintenant devenu légende, mais comme on sait que les personnages existent dans les films, faut qu'on se demande, mais attends, à quelle école est-ce qu'ils vont pour devenir ce type de gardien-là? Donc, c'est pas impossible que ça soit l'élite ou l'autre ou la seconde élite de ces combattants-là qui soient utilisés et corrompus pour être pour devenir les inquisiteurs. L'autre explication possible serait on sait que Palpatine et les inquisiteurs, c'est quoi leur rôle principal à ce moment-là? C'est de chasser les Jedi et ceux sensibles à la Force. Et on voit même dans Rebels qui essaie de trouver des enfants. Ouais, ben c'est de trouver des personnes qui sont sensibles à la Force. Mais on voit beaucoup, ils mettent beaucoup de focus sur les jeunes enfants. Si je me trompe pas, il y a un épisode de Rebel qui essaie de capturer un jeune Itorien sensible à la Force. Est-ce que il capture pour les tuer ou il capture pour créer des usagers du côté obscur? C'est une excellente question. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va être résolu officiellement un petit peu plus tard. Éventuellement. Moi, je vois ça un peu comme la grande purge d'Égypte. Là. C'est-à-dire, on va trouver le problème puis on va l'éradiquer à sa source. Une des choses qui est expliquée sans être expliquée dans le roman, c'est que la force est en déclin un peu durant ces temps-là. Et ce que ça fait, c'est là qu'on comprend un peu le fait que la force était endormie, puis que dans The Force Awakens, après, on a l'éveil de la force, là, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont sensibles à la force, qui viennent au monde, mais qui se font pas détecter, éduquer, tant qu'à savoir comment bien utiliser la force. Mais on le voit aussi, il y a une scène où est-ce que Ahsoka, elle cherche dans la force, elle cherche Anakin, elle cherche Obi-Wan, et puis elle sent absolument rien. Il n'y a plus de connexion, elle essaie de retrouver d'autres Jedi, elle ressent absolument rien. C'est comme si tout était éteint, d'un certain sens. Elle sent quand même les présences proches d'elle, je dirais, mais les présences lointaines et profondes, elle ne les sent pas. Ce qui lui fait supposer que Anakin est mort, Obi-Wan est mort, tous ses amis Jedi sont morts. Donc, elle se sent vraiment seule dans la galaxie en tant que sensible à la Force. Elle pense que tous les Jedi sont morts. Même si elle sait qu'il y a beaucoup de personnes sensibles à la Force qui n'ont jamais été découvertes, etc. Exact. Au final, le fait intéressant pour revenir aux inquisiteurs, c'est que justement, ils sont là pour... ils ont une fonction, puis c'est de ramasser les jeunes sensibles à la Force. Tant qu'à savoir la raison exacte, je pense qu'on va peut-être en savoir plus dans le futur des films qui s'en viennent. Mais il y a fortement, ou du moins beaucoup de choses portent à croire que beaucoup de ces jeunes personnes sensibles à la Force n'ont malheureusement pas survécu. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu vois que, du moins le 6e frère, tu vois qu'ils n'ont pas un entraînement, c'est quand même juste un an après l'ordre 66, et tu vois qu'il n'y a pas un entraînement assez important pour être capable de combattre un vrai Jedi. De là leur rôle de retrouver les jeunes, parce que quand ils affrontent Ahsoka est capable de se débarrasser du 6e frère sans ses sabres laser. Elle fait juste utiliser ses tactiques dans la Force et toutes les techniques de combat au corps à corps qu'elle a appris, et elle est capable de se débarrasser du 6e frère qui, lui, a un sabre laser. Donc, tu vois que
les Inquisiteurs sont pas tout à fait formés pour affronter des Jedi. N'importe quel Jedi aurait abattu un Inquisiteur. Peut-être pas un grand Inquisiteur, mais un Inquisiteur du moins. Exact. Parce que les Inquisiteurs sont plus des soldats, apparemment, de ce qu'on peut voir, que des usagers qui sont sensibles à la force ou que non, des ils gens sont sensibles à la force quand même. Ils sont capables de détecter les jeunes. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que qui n'ont pas la même emprise sur la force que les Jedi. C'est ça. Il y a un flashback que tu as bien aimé avec Obi-Wan. Peux-tu me l'expliquer? C'est juste un flashback qui n'a absolument pas rapport à l'histoire du tout. Mais en fait, je dirais pas que c'est un flashback. Non, c'est vrai. C'est juste en parallèle. Pendant ce temps. Ouais, c'est pendant ce temps. Mais ça n'a absolument aucun lien avec l'histoire en tant que telle, plus un lien avec le canon Star Wars. C'est ça. Pas? Donc, c'est pendant ce temps, sur Tatooine, on retrouve Obi-Wan qui est en exil et qui médite. Et il fait beaucoup de méditation dans la force et il essaie de découvrir certaines choses qui lui ont été, tu sais, comme expliquées par Yoda à la fin de Revenge of the Sith. Et il essaie de communiquer avec Qui-Gon. Et il y a beaucoup de misère. Il descend très profondément. Hein? Il descend très très cru dans l'obscurité pour essayer de trouver Qui-Gon. Exact. Il va même jusqu'au point d'aller visiter la tombe de Shmi Skywalker sur Tatooine pour s'excuser d'avoir perdu Anakin au côté obscur. Parce que justement, son maître, Qui-Gon, elle lui avait promis qu'il n'y arriverait rien de mal à son fils. Puis au final, malheureusement, il tombe côté obscur. Là. Donc, lui qui l'a éduqué, qui a été son maître pendant tant d'années, va s'excuser à sa mère. Et ça, c'est quelque chose qui arrive comme on s'entend jamais là, au niveau des Jedi. Donc, on voit que Obi-Wan se met à ressentir quand même plusieurs émotions. Et il est en train de passer à travers ces émotions-là durant son exil. Et c'est là qu'on voit comment il commence à faire son chemin vers le résultat qu'on voit dans A New Hope. C'est ça. Puis si je me trompe pas, il réussit à parler à Qui-Gon, mais Qui-Gon, il dit « Non, va pas trop loin, c'est pas le temps. » Et puis Obi-Wan se retire. Mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il parle pratiquement pas à Qui-Gon. Même Qui-Gon, il dit « Va pas trop profondément, là. » Ouais, exact. J'essaie de retrouver la citation, là. Excuse-moi. Moi, je l'ai pas, fait que... Ah, c'est ça. Obi-Wan dit... Obi-Wan entend Qui-Gon qui lui dit « Obi-Wan, laisse aller. » Let go. Let go. Et non pas let it go. On fera pas de croisée avec la chose de Disney, là. Mais il essaie de retourner à un point où il n'y a plus d'émotion, justement. Puis, mais c'est-tu let go dans le sens de essaye pas d'aller aussi profondément ou let go de tes émotions? C'est let go de tes émotions. Un peu comme tout enseignement Jedi en fait. C'est ça. Ne te fie pas à tes émotions. Reste selon le code Jedi. Parlons un peu de Bail Organa. Bail Organa qui est présent à partir de la moitié du livre. En fait, j'adore encore Bail Organa. J'espère qu'on va le voir de plus en plus. Et puis, ça lie un peu... c'est lui qui engage, en fait, qui retrouve Ahsoka. Et puis, avec Star Wars Rebels, un peu, c'est lui qui a introduit aussi un peu Fulcrum à l'équipe du Ghost, étant Ahsoka. Mais dans une des scènes dans le roman, il fait ce que j'appelle du PTSD, comment on dit ça en français, des chocs post-traumatiques. Exact. Une choc post-traumatique, et il fait un rêve. Et il rêve du moment qu'on voit dans Revenge of the Sith où est-ce qu'il attend puis il voit un jeune Jedi qui arrive vers lui qui se fait tirer par les clones. Il revoit ce rêve-là avec des scénarios différents, mais le jeune Padawan finit toujours par être tué. Donc, et il se réveille tout en soi. Donc, c'est intéressant de voir que Bail a comme un choc vraiment par rapport à ça, puis ça l'a probablement poussé encore plus à avoir une rébellion parce que ça n'a pas de bon sens pour lui, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Et puis, on voit aussi, ça lui fait penser aussi à sa fille adoptive, Léa, qui,
joue tout bonnement dans son bureau. Elle est toute jeune à ce moment-là, elle a 1 an ou 2, 1 an et demi. Et puis ta voix, elle est à genoux dans son bureau, elle se promène en dessous du bureau, etc. Donc c'est cute comme moment, mais bon, tu vois un peu les deux parallèles entre vraiment son rêve où est-ce qu'il voit des Padawans tuer, puis sa jeune fille, puis il veut absolument protéger. Et il se rend compte que, au moment qu'il parle avec Ahsoka, que Ahsoka n'a aucune idée que c'est la fille de Anakin. Elle a aucune idée que Luke existe. Je sais pas si elle sait que Padmé est morte ou pas. Elle sait qu'Anakin, elle sent plus dans la force, donc elle suppose qu'Anakin est mort, mais elle sait pas si Padmé est vivante ou non. Elle n'a pas entendu parler, en tout cas, je pense pas. Mais j'ai l'impression qu'elle sait c'est qui Palpatine. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. C'est peut-être juste le fait qu'elle l'a reconnu, peut-être. Ouais, en regardant un holonet ou peu importe, elle l'a peut-être reconnu ou je sais pas. Ça, c'est fort possible. Donc, c'est très intéressant. J'espère qu'on va voir beaucoup de Bail Organa encore parce que c'est un personnage très intéressant. Surtout si on voit plus loin sur la formation de la rébellion, parce que présentement, c'est encore avec tout ce qui a été mis de côté avec Legends, ça reste ouvert. Ils ont réouvert cette période-là. Donc, on peut vraiment voir comment que la rébellion s'est développée. On va en voir un peu plus dans Rogue One, d'ailleurs. Donc, ouais. Jimmy Smith et le retour à l'écran. Exactement. Spoilers! Ah, ben, dans une émission spoilers. Désolé si vous voulez pas de spoilers sur Rogue One. C'est des spoilers sur le livre. Donc, c'est une apparition, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est un caméo, disons-le. Ça sera pas un rôle important. Là. Bah, peut-être. Ben, si on se fie au livre d'Ahsoka, ce qu'on comprend, c'est que Bail Organa est très, très important à la naissance de la rébellion. Puis que sans lui, ben, ça n'aurait pas grandi au point où ça l'a grandi. Exactement. C'est lui qui est derrière tout ça. Et, justement, quand Ahsoka lui propose... Elle dit, c'est qui s'occupe du réseau d'intelligence de la rébellion? Ben, l'organe dit, c'est moi. Malgré tout le travail de sénateur qu'il a à faire encore, d'ambassadeur, c'est lui qui gère un peu toutes les informations de la rébellion. Donc, Ahsoka, il dit, garde, je vais m'en occuper, j'ai des connexions, je peux rester caché, etc. Je vais être séparé un peu de la rébellion, puis je vais te contacter pour te dire qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va te laisser un peu le temps de respirer puis de continuer à recruter d'autres personnes, en fait. Parce que c'est un gars qui est surmené un peu. C'est comme moi qui cherche des éditeurs sonores. J'ai pas le temps de tout faire. Fait qu'il faudrait des gens supplémentaires puis quelqu'un, tu sais, qui peut participer pour faire autre chose pendant que je continue à faire le travail que je devrais faire, etc. C'est un peu un parallèle que je fais comme ça parce que c'est qu'est-ce qui me vient à l'esprit là. Mais essentiellement, c'est ça que Ahsoka propose, c'est laisse-moi t'enlever de la pression sur les épaules. Exactement. On parlait d'Ahsoka, il y a une scène qui m'a un peu surpris. Parce que oui, on sait qu'on pousse beaucoup les personnages gays dans le nouveau canon, n'est-ce pas? Sinjir dans les Aftermath, là. C'est ça, dans la trilogie Aftermath. Je pense qu'ils ont introduit le premier personnage gay dans Lord of the Sith, le roman canon. Il y a aussi... je pense qu'il y a un autre personnage... Enfin, juste pour dire qu'ils réintroduisent les personnages gays. Et il y a une scène où est-ce que Ahsoka, une de ses amies qu'elle a aidé tout au long de l'histoire, justement, qui s'appelle Kaden, est assise sur le lit à côté d'elle et puis elle fait comme une avance, elle dit je t'embrasserai comme je t'aime, tu sais, un peu de ce genre-là, puis Ahsoka est là yeah, whatever, ou elle est comme vraiment mal à l'aise, là, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est comme si t'as eu la même impression que moi à ce moment-là. T'as dit cette fille-là est gay, là, clairement, là. Ben, moi, j'ai à moitié compris ça, puis à moitié compris que... Ben, j'ai eu l'impression, dans le fond, que Kaden essayait de tester Ahsoka. Tant qu'à savoir. Elle essayait d'en découvrir plus sur elle. Donc, c'était peut-être une innocente question. C'était peut-être pas nécessairement là, une véritable avance. Mais c'est pas impossible, dans le fond. Là. Ben, tu vois, en fait, Ahsoka est mal à l'aise avec les relations. Écoute, elle a jamais vécu ça, malgré que dans la série Clone Wars, non, c'est pas dans Rebels, c'est dans Clone Wars, elle avait été amie avec elle avait un espèce de crush, là, un petit amourette avec un politicien séparatiste qui s'appelait Lux Bonneterie. Je sais pas si tu t'en souviens.
était une représentante de la République. Elle est sur Planète Séparatiste. Puis je pense qu'il y a eu 1 ou 2 épisodes avec lui qui étaient borderline. Vraiment, Ahsoka elle tombait un peu en amour avec. C'était sous-entendu, là. Puis, lui essayait... Il y avait des bons arguments politiques entre lui et elle. Elle faisait les arguments pour la République et lui pour les séparatistes, etc. Donc, il y avait comme une relation qui s'installait. Donc, dans notre tête, on savait qu'Ahsoka était capable d'avoir des sentiments. Mm-hmm. Un peu comme Obi-Wan avec Satine et Anakin avec Padmé. Donc, tous les Jedi sont capables d'avoir des sentiments. Mais ici, j'avais l'impression avec Kaden que Ahsoka était vraiment soit mal à l'aise ou elle s'en foutait complètement. C'est comme, ouais, ok, leader, c'est pas le temps. Elle vous dit, je te serrais dans mes bras ou quelque chose comme ça qu'elle dit. Puis elle dit, Ahsoka, elle dit, non, c'est pas le temps. Vraiment, elle était comme indifférente. C'est ça le mot que je cherchais. Elle était indifférente un peu. Donc, j'avais l'impression qu'elle était soit inconfortable ou complètement indifférente par rapport à ça. En même temps, c'est qu'elle essaie d'éviter de former des relations avec les gens dans son entourage parce qu'elle est en exil. Elle essaie de garder le profil le plus bas possible pour éviter d'attirer toute attention que ce soit. Donc, je pense que du point de vue d'Ahsoka, du moins, là, c'est comme je vais éviter le plus d'attachement possible parce que ça fait juste causer des problèmes quand il faut que je m'en aille. C'est un peu comme Rey dans The Force Awakens qui a l'air un peu c'est pas le temps, ou même Léa dans A New Hope, pour elle c'est pas le temps d'avoir une relation là. Et comme là, non, on a une job à faire, faut s'occuper de la rébellion, c'est pas le temps là, t'sais. Jusqu'à temps que Han Solo arrive. C'est ça. Ben, moi, il y a une des choses que j'ai bien aimé, c'est de voir les interactions que Ahsoka a avec les personnages tout au long du livre, que ce soit sur Raeda ou sur Takedana. C'est ça? Tageska, pardon. Et ce que j'ai trouvé comique sur Raeda, c'est que le jeu des agriculteurs, c'est essentiellement un jeu de pichenotte. Donc, comment on pourrait décrire ça pour les Français qui connaîtraient pas le mot pichenotte, qui est un mot très très québécois? Ben, c'est très québécois, mais je laisse les Français là, faire la recherche. Pichenotte, P-I-C-H-E-N-O-T-T-E, ou croquinole. Croquignol, ouais. Parce que le jeu en tant que tel s'appelle du Crokin et quand on recherche le mot croquinole, C-R-O-K-I-N-O-L-E, ça nous sort essentiellement le board de Pichenotte. C'est le nom officiel là, du jeu. Donc moi je serais pas surpris que E.K. Johnston jouait à ça avec ses grands-parents dans sa jeunesse. Ouais. On a tous joué à ça, hein? C'est ça, mais dans le fond, c'est un espèce de jeu de... C'est comme un peu comme le Mississippi, mais sur une surface plus plane. Carré, non? Ben, au lieu d'avoir des grosses pièces, c'est rond, ok, je pensais que c'était carré avec un rond dans le centre. Voyons, c'est quoi que tu fais? Tu glisses des pierres sur la glace, là? Le curling? Bon, le Crokin, dans le fond, là, c'est comme une version miniature du curling sur une surface ronde, avec des pegs là, dans le milieu pour t'empêcher de déplacer les pièces de tes adversaires. Mais on appelle ça une pichenotte parce que pour déplacer les pièces qui sont grosses comme des pièces de 25 sous ou des pièces de je sais pas, un franc. Un euro, mettons. Un euro, c'est ça. Il faut donner une pichenotte, donc un petit coup de doigt pour faire déplacer les pièces. C'est intéressant qu'ils se servent de ce jeu-là pour expliquer un peu la stratégie, tu sais. Ils disent tu vas l'utiliser, c'est ça. Tu peux gagner une bataille, un match, mais ça veut pas dire que tu vas gagner l'ensemble. Tu sais, comment que tu places tes pions veut pas dire que tu peux placer d'une façon au départ, mais ça veut pas dire que tu vas perdre, même si t'as l'air une stratégie. Je pense que tu vas perdre, c'est ça, parce que tes points, au final, vont avoir ramassé plus que le nombre de pièces que t'as qui te restent sur le plateau de jeu. Donc, c'est très intéressant là, de voir le dénouement autour de cette table de jeu-là. Puis je pense que les fans de Star Wars vont devenir très rapidement adeptes du jeu de Crokin lors de futures conventions en attendant pour les différents panels avec les vedettes.
Donc, avant d'offrir nos commentaires finaux, la dernière chose que je dois mentionner, c'est que ce roman-là se passe 1 an après l'ordre 66 et se déroule sur 1 an environ. Et il y a combien d'années entre l'ordre 66 et A New Hope environ, ou la fin de Star Wars Rebel? En réalité, c'est 20 ans à peu près? 18 ans, ouais. 18 ans. Donc, ça veut dire que Ahsoka a été fulcrum pendant 16 ans environ. Quand tu considères... ça veut dire qu'elle a construit le réseau elle était là pendant très très longtemps. C'est là une période énorme. Si on va avoir d'autres aventures sous Fulcrum où on verrait qu'est-ce qu'Ahsoka ferait, ou on pourrait faire référence à Fulcrum pendant plein de romans. Encore entre l'épisode 3 et 4, là, ils ont réouvert la période au complet. Là. Maintenant qu'il va peut-être être une série télé, même la nouvelle série télé, peut-être, même si ça risque d'être après le retour du Jedi. Mais il y a plein de possibilités encore là, qui s'ouvrent peut-être pas à d'autres romans, parce que je pense pas qu'on va faire un autre roman sur Ahsoka. Je pense que ça va clore. On verra. Il y aura rien d'autre sur Ahsoka pendant cette période-là dédiée à Ahsoka, selon moi. On va la revoir encore dans Rebels, possiblement, selon ce que Dave Filoni a dit. Elle n'est pas tout à fait morte. D'après ce que Dave Filoni a sous-entendu lors du panel de Untold Story d'Ahsoka. Ahsoka, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler d'Ahsoka, puis que je serais sincèrement pas surpris qu'on la revoie soit dans une BD, soit dans d'autres livres, même si ça serait dédié à elle. Je pense que avec Ahsoka, Lucas Book Publishing essayait de tâter le terrain pour voir est-ce qu'il y a un intérêt pour ce genre de livre. Parce que veux pas, Ahsoka c'est un fan favorite maintenant. Hein? C'est un personnage très très aimé, donc ils vont vouloir l'exploiter, n'est-ce pas? Absolument. Apparemment, je dis n'est-ce pas tout le temps, puis c'est vrai, je remarque que je dis n'est-ce pas. Il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois que j'ai dit n'est-ce pas lors de l'épisode Spoilers. Apparemment que c'est peut-être une trentaine de fois dans l'espace de 20 minutes. Écoutez, pour les fans de Star Wars en direct, ça fait plusieurs années qu'on le fait à l'interne au staff, mais on voulait pas vous le dire. À toutes les fois que Danny dit n'est-ce pas, on prend une shot de Blue Milk. Donc, si vous voulez écouter les Star Wars en direct en vous amusant énormément, un petit coup de Blue Milk à toutes les fois que Danny dit n'est-ce pas. Et voilà, c'est le nouveau drinking game de Star Wars en direct. Donc, comme commentaire finaux, Sébastien, qu'est-ce que tu aurais? Je trouve que le roman d'Ahsoka, c'est un petit roman court. Ça m'a donné l'impression d'être un épisode de Clone Wars, comme je disais un peu plus tôt. J'aurais aimé ça, avoir peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux, aller plus profondément dans le psyché d'Ahsoka. Mais Ike Johnston a quand même fait un très très bon travail à nous faire rentrer dans l'esprit d'Ahsoka, où elle est à ce moment-là dans l'histoire de la galaxie. Et je pense qu'il a aussi fallu, dans le fond, qu'elle se restreigne à ce moment-là de l'histoire dans la galaxie. Donc, toutes les petites choses qui ont été approchées à gauche et à droite, c'est-à-dire Ilum, la planète des cristaux Kyber, qui est pas un peu, là, mais détruite beaucoup, là. Au corps, est ouverte au corps, où est-ce qu'on voit le corps de la planète, puis on voit que justement les impériaux sont en train d'aller chercher tous les cristaux, qu'ils soient actifs ou pas. Je pense que ça dénote, bon, tu sais, comme justement là, le développement de la Death Star, dont on reparlera dans Catalyst, là. Mais c'est plusieurs petites choses comme ça qui sont intéressantes. C'est justement un placement de pions sur le plateau de jeu de la part de Lucasfilm, j'ai l'impression, au niveau de là où on s'en va dans le nouvel univers canon. Que tu donnerais combien sur 20 comme note? Sur 20, parce que c'est un livre qui a quand même passé très très rapidement, j'irais avec potentiellement un 14 sur 20. Le livre est un peu long à démarrer, mais à partir du moment où on embarque vraiment dans l'histoire,
puis qu'il commence à se passer des choses d'action. C'est là que ça devient intéressant là, de voir autant les agriculteurs qui se rebellent contre l'Empire que les Fardy qui font de la contrebande pour aider la rébellion sans même que Ahsoka s'en rende compte. Puis jusqu'au moment où les impériaux viennent visiter la maison, puis que là, les deux, le père de la famille Fardy puis Ahsoka se regardent, puis ils font comme... Attends, les fois que tu m'as emprunté le vaisseau sans me dire c'était pourquoi, c'était pour aller faire des drops rebelles. Mais c'est parce que les drops que je t'ai fait faire, c'était pour faire des drops rebelles. Fait qu'on fait les deux la même affaire, c'est intéressant. C'est ça. Ça, c'est des points intéressants, mais je pense qu'il y avait quelques longueurs dans le livre. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y avait pas nécessairement la fluidité usuelle que je m'attendrais à avoir d'un livre qui va parler de Jedi, mais quand même intéressant. Donc, un bon 14 sur 20. Donc, mes propres commentaires finaux, mon commentaire final, j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu l'ordre 66 du point de vue d'Ahsoka. Peut-être qu'on va le voir à un autre moment. Ou même le siège de Mandalore, que oui, après avoir vu le panel des Filoni à Londres sur Clone... j'aurais aimé ça, voir ça. Oui, en épisode Clone Wars, ça aurait été génial. Mais bon, la série a été cancellée. Du moins, l'avoir fait en roman ou en BD, ça aurait été super intéressant. Donc, ça me déçu un peu de ne pas voir ça. Mais je dis pas qu'on le verra pas. Donc, c'est le seul point négatif que je pourrais dire au roman. Pour le reste, j'ai adoré le roman. Ça caractérise extrêmement bien Ahsoka. E.K. Johnston a vraiment bien... si c'est le hasard, elle est vraiment bien tombée sur la caractérisation, sur combien bien écrit le personnage. Tu sentais que tu étais Ahsoka vraiment en lisant le roman. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est comme tu dis, c'est comme un épisode de Clone Wars, ou une série ou un arc d'épisodes de Clone Wars. J'ai bien aimé, c'était simple comme histoire. Ça montre un peu le début de la rébellion. C'est vraiment focusé sur la transformation d'Ahsoka entre être une Jedi ou être une ex-Jedi et continuer à faire le bien dans la situation où est-ce que l'Empire commence à conquérir des planètes pour les exploiter. Voir comment ça transforme la perception d'Ahsoka tout au long de cette année-là jusqu'à ce qu'elle rencontre Bail Organa qu'elle avait déjà rencontré auparavant, il me semble, dans l'histoire. Ils se connaissaient. Et de la voir jusqu'à ce qu'elle décide d'être Fulcrum et de se dédier totalement à la cause, à sa façon. Donc, c'est vraiment une phase importante dans la vie d'Ahsoka, comment elle est devenue Fulcrum, même si on voit pas qu'est-ce qui aurait pu être bombastique. C'est vraiment une bataille incroyable qui aurait été le siège de Mandalore ou tous ces trucs-là. L'ordre 66 du point de vue d'Ahsoka, ça aurait été intéressant de le voir. On l'a pas vu. C'est pas trop grave, ça reste pour les ados et on a vraiment un développement de personnalité qui est un peu dans le même sens que comment qu'un adolescent se développe et apprend à faire ses décisions de vie, etc. Donc c'est intéressant. J'avais pris moi aussi comme note 14 sur 20 que j'avais noté. Donc on pense exactement la même chose, Sébastien, pour ce roman-là. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour conclure? Moi, je trouve que on a bien couvert le roman. Je vous le suggère. Allez l'acheter. C'est un roman intéressant qui se lit relativement rapidement. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez lu le livre ou vous avez écouté nos commentaires, laissez-nous vos impressions, soit par email à studio @starwars.direct ou sur l'article de notre épisode sur starwars.direct ou encore sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou notre chaîne YouTube. Encore une fois, allez sur starwars.direct/recrutement si vous êtes intéressé à travailler avec nous côté édition sonore. Peut-être qu'il va y avoir d'autres postes qui vont s'ouvrir au cours de l'année 2017. Il faut que je réfléchisse à ça, etc. L'expansion graduelle de Star Wars en direct continue toujours. Nos prochaines émissions, il va y avoir, comme on vous l'a dit, un Star Wars en direct sur Catalyst. On va avoir un Star Wars en direct Rebels qui va couvrir les premiers épisodes de la saison 3. On risque d'avoir un autre épisode sans spoilers de Rogue One avant la sortie. Donc,
Attendez-vous à avoir quelques épisodes de Star Wars en direct d'ici la sortie de Rogue One, ou du moins autour de Rogue One. Et ça, c'est sans compter les épisodes qu'on risque d'enregistrer en direct de certains événements. Donc, attendez-vous à avoir une bonne couverture Star Wars d'ici Noël. On va essayer de vous faire ça le plus complet possible. On manque quand même du monde en arrière-scène, donc ayez pitié de moi. S'il vous plaît, je vais faire de mon mieux pour vous mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Donc, merci à nos partenaires encore une fois, Mint Inbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des fans, Radio H2O, Génération Star Wars et Science-Fiction. Sébastien, comment les gens peuvent te rejoindre sur Internet? Alors, ils peuvent me rejoindre via le Siteclan.net qui présentement redirige sur notre page Facebook. Et pour ma part sur Twitter, @DannyPépin en un seul mot. Donc, de la part de Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.